Bonjour explorateurs ou voyageurs, et bienvenue dans la bibliothèque de Babel, endroit où est entreposé le savoir de l'humanité. Je te laisse les premiers mots qui te viennent à l'esprit, afin de pouvoir te mener là où tu dois aller. J'imagine que par ton apparence de chien modifiée et de cette simple appellation, le sujet de ta venue est un genre de la branche de la science-fiction et non une œuvre en particulier. Tu sembles bien chanceux, car figure-toi que malgré l'absence de technologie visible à travers ces murs, je fus un temps à initier de cet univers, particulièrement de mon vivant. Donc ça serait un réel plaisir de parcourir les nombreuses thématiques de cette dystopie où l'idée du futur laisse place à un 21e siècle du genre humain. Depuis ma tendre enfance, je me rappelle la découverte pas à pas de mon monde et de mon environnement. Depuis l'édulcoration des dessins animés servant à me divertir, jusqu'à l'effroi de films dont je ne connaissais absolument pas le but de la création. Je me questionnais néanmoins sur mes propres sentiments. Comment les adultes pouvaient apprécier certaines choses que moi, jeune esprit, ne pouvais supporter rien qu'à la vue? Pourquoi la froideur, l'atrocité ou la violence arrivaient à toucher les sentiments des adultes? De cette impression, et de par le manque évident de repères dus aux conditions difficiles de mon enfance, je trouvais un refuge bien évidemment dans la philosophie de la religion, due à mes origines, que ce soit dans le christianisme et le bouddhisme, étant un principe basé sur une foi aveugle obscurcissant la définition du mal, ou la vacuité de celui de l'existence. Je vouais à me détourner de tout ce qui me semblait obscur, de peur de noircir en quelque sorte mon âme ou ma conscience. Toutefois, en tant qu'être humain, en grandissant, mes pulsions et ma perspective des choses fit que même si les anges étaient une façon logique de correspondre, l'effroi des démons semblait bien plus fascinant. Influencés par cette aura mystérieuse, les sujets sombres captèrent donc mon attention. Jusqu'au jour de mon adolescence, je me promenais dans le marché aux puces de Paris, voir un membre de la famille tenant avec beaucoup d'autres une boutique de tatouage. L'ambiance pour mon jeune âge était impactante. Les gens recouverts de motifs à l'air sévère scrutaient chaque entrée. L'odeur de désinfectant parcourait tous les endroits clos et les objets dégageaient pour la plupart une idée de malignité ou de morbidité. Néanmoins, un tableau retenu mon attention durant l'attente de mon parent enfoui dans le fond de son salon. L'objet de mon attention était un tableau d'une femme. Encore aujourd'hui, elle continue de m'impacter de par le souvenir que j'ai à son sujet. Elle était représentée à la fois d'une manière vide, mais à la fois omnisciente, affichant une expression neutre. Elle semblait coexister dans une solution métallique qui avait fusionné avec elle, emmagasinant soit des os ou des objets d'apparence mécanique. Bien que je fus focalisé sur ce dessin, je réalisai que l'ensemble des boutiques affichait ce même style, baignant le quartier dans une morbidité nettement assumée. Toutefois, après avoir passé le cap de l'impact de la surprise, chaque dessin avait un côté calme. Je ne peux dire si l'ambiance donnait la sérénité d'un cimetière ou que la connivence de l'acceptation de ces illustrations s'emplit dans une deuxième analyse une acceptation de leur sort. À ce moment, nous étions dans les années 2005 à 2007. Du haut de mes 14 à 15 ans,
Il y avait qu'autour de moi des trentaines et des quadragénaires. Il fallut bien du temps avant que je réalise des années plus tard que ces derniers avaient tous grandi dans cette jeunesse où le défaitisme régnait. Représenté notamment par la représentation du punk en général, mais aussi avec tous les films grouillants de science-fiction violente et dystopique. De plus en plus intrigué par ce souvenir, je me remis plus tard à chercher le style qui avait disparu des salons de tatouage, où les hommes ressemblant à des repris de justice, dessinant des futurs projets avec leurs clients, avaient laissé place à des hipsters recopiant des motifs sur catalogue. On me dirigea alors vers le style biomécanique, bien que j'y ai trouvé quelques similitudes, il manquait cet aspect froid, homogène et fluide. De recherche en recherche, il me fallut du temps avant de trouver quasiment l'objet presque identique de mes souvenirs sur une photo. Et je réalisai alors qu'en fait, ce courant n'était pas non seulement esthétique, mais aussi conceptuel. Le tableau était en fait une grande inspiration d'une œuvre préexistante nommée Lee, 1974. C'est alors que je me mis à commencer à m'intéresser à ce monde obscur et fascinant, celui du cyberpunk. Bien que celui de l'artiste Giger soit captivant, envoûtant et incroyablement contradictoire sur l'alliance de la conformité et de l'ésotérisme divin, fusionnant à une machination oppressante et omniprésente, sur toutes les thématiques instaurant une réflexion sur l'avenir de l'humanité dans les années 80 à 90. Et c'est ici que le chemin commence. J'aurais pu faciliter les choses en prenant simplement une œuvre pour décrire le genre, notamment le Neuromancer, livre majeur posant les bases du genre, mais je préfère prendre les sujets qui ont développé une thématique pour en faire l'intrigue majeure de leur création, pour appuyer mon propos. Je vous incite donc à bannir vos émotions, car dans ce monde, les sentiments ne sont que des obstacles à la transcendance de l'humanité, laissant la logique pure dicter nos actes et nos envies à l'irrationalité. Ce courant est tout d'abord générationnel. Même si elle s'apparente à de la science-fiction dystopique, elle prend ses racines dans la littérature des années 50. Comme beaucoup d'autres éléments de la pop culture, il va façonner celle américaine, mais aussi sa vision politique à travers les années qui vont suivre. Les années 60 et 70, avec leur contradictoire ouverture au monde coupé à la peur de l'autre, vont inspirer légion d'auteurs de science-fiction à pousser le champ des possibles. Influencés par le bond technologique de l'avant et l'après-guerre, notamment par le premier pas posé sur la Lune, la maîtrise de l'atome. Dans les mémoires, tout devient accessible, le meilleur devenant un point d'horizon, tout comme le pire se transformant à un lendemain subi, rendant le déroulement du futur subjectif à celui qui le regarde, ou de celui qui l'écrit. Influencé par la crise des années 70 à 80 donc, le genre pose des thématiques dystopiques ajoutant les références du genre. En outre, deux éléments distinctifs, l'avènement de la technologie informatique et le transhumanisme progressif. Par ailleurs, les œuvres cyberpunk se déroulent généralement dans un futur relativement proche, où tout semble avoir basculé dans une hyperconnectivité, un véritable surplus d'informations suffocantes, rendant le peuple docile, servile et où l'humanité a laissé place au consumérisme, changeant l'être à l'état de produit. Un monde où les nerds et les rockstars seraient les mêmes personnes luttant contre un conformisme apathique dicté par des multicorporations, un confluent et conflit des thématiques du hacker, de l'intelligence artificielle et des multinationales, se déroulant la plupart du temps dans un futur proche sur Terre, où des élites s'octroient le véritable monde au détriment de ceux qui l'ont rendu servile. Le cyberpunk assimile par la suite le terme punk, induit au slogan de ce mouvement exclamant « Nos futurs ». Manifestation de la pensée de la génération X, pour une première initiation, je vous invite à aller voir l'ambiance qui y régnait par le cas le plus extrême que j'ai traité ici, mais aussi du mot cyber, introduisant l'idée du futur par le biais des éléments servant à former des composés en rapport avec le multimédia, Internet et le web. Pour son esthétisme, à la fois familière et particulièrement agressif, il dépeint par la même occasion une société pessimiste, perdue, oppressée, par une violence perpétuelle et bien souvent asservie par un pouvoir quasi totalitaire.
un paradoxe, où l'on sait que l'accès à l'information mondiale devrait censé libérer les esprits et non les asservir. L'implication politique anarchiste prévaut et incombe surtout par son opposition à l'organisation des pouvoirs totalement dépourvus d'éthique en place, très fortement dénoncée et la plupart du temps combattue. Police fédérale, debout, tout de suite! Je suis un mec lambda. Les mains sur la tête et vite! Le cyberpunk, donc, est une contradiction de l'utopie optimiste et naïve de la science-fiction, où la technologie a pu émanciper l'humanité aux limites de sa condition en se mettant à son service. Cette volonté de montrer que cela n'est pas le cas, que le progrès technologique ne sera pas la prolongation du progrès, étant simplement l'extension de la volonté de celui qui en sera au contrôle, le courant cyberpunk vise à dénoncer ce qui fait la base de son squelette, à savoir cette surtechnologie, cette orgie d'ondes, de réseaux, d'interconnexions et de panneaux lumineux ornés de néons bleus et roses, diffusant des publicités à tout va, par une surcapitalisation favorisant qu'une classe d'individus. L'univers se veut pessimiste avec des complots, lugubre par la face la plus horrible de l'individualité, sombre par le manque d'empathie des riches côtoyant directement les plus pauvres, et violent par les actes d'incivilité mais aussi de terrorisme. Dans un tel contexte, l'environnement où tout repère est perdu pour les êtres qui y vivent, laissant place dans les histoires, non pas à un héros, mais à un anti-héros, souvent cynique, ayant nullement la prétention de sauver le monde, seulement de se libérer du poids de sa propre existence. Son ennemi, ni plus ni moins qu'un méchant, ou pas réellement un monstre à proprement parler, mais plus un système ou d'une méga-corporation contrôlant l'information. Et donc, dans un monde hyper connecté, la société tout entière en général. L'idée même de Big Brother dans une extension supérieure de sa version d'origine. Le cyberpunk est donc une parfaite satire sociale des dérives de l'autorité. Le genre côtoie également celui du post-apocalyptique à l'occasion, dans lequel les survivants sont entassés dans des villes surpeuplées, à la technologie incroyable et totalement absurde, n'ayant pour but que d'anesthésier encore un peu les esprits. La violence y est permanente et extrême. La justice y est expéditive. Pour autant, le peuple s'oublie dans des jeux ou réalités virtuelles, leur faisant remporter des prix tous aussi inutiles les uns que les autres. Les humains sont littéralement connectés à un réseau qui simule leur existence et contrôle tout ce qui se passe. Le genre repose également ses intrigues sur la recherche du savoir, d'une vérité qui influencerait le système instauré jusqu'alors. Les protagonistes en général recherchent ou détiennent des informations qu'un groupe d'individus essaye de supprimer, rendant l'univers énigmatique par les non-initiés, les rendant profanes à l'infinie connaissance. Cette idée flirte d'autant plus avec une certaine mythologie ou l'idée de la religion, où celui-celle qui en percerait le secret serait l'être élu qui changerait la face du monde et ses entrailles en transcendant sa propre existence, qu'elle soit physique ou mentale. Étant un genre où on suit en général un anti-héros réagissant de manière introspective à son environnement, il est intéressant de voir certaines racines au romantisme contextualisées chacun par leur propre code. Car ici, s'il est bien question de réaction de sentiments notamment contre parfois celle de la raison, l'exaltation par le mystère et le fantastique représenté par la technologie, il est question de chercher à l'évasion et le ravissement dans le rêve ou la réalité alternative, le morbide dans la désacralisation de la chair et le sublime du transhumanisme, l'exotisme et le passé, l'idéal ou le cauchemar d'une sensibilité passionnée et mélancolique, ses valeurs esthétiques individualistes et morales collectives. On y découvre aussi des univers où les machines font la loi, ce qui finit généralement par dégénérer. Outre la réflexion sur l'éthique, la place de l'humain dans le progrès technologique et au sein même de l'évolution est questionnée. Ces œuvres nous dépeignent un futur vers lequel les scientifiques et les hommes aimant la technologie fantasment l'idée du futur où ils semblent se jeter, quitte à parfois se lier aux machines ou à des modifications sur le genre humain, ne donnant plus aucune limite à l'éthique ou à la sacralisation du corps et de l'âme pour une rationalité logique et froide. Ici,
l'homme et la machine ayant donc plus de similitudes que de différences. Un exemple concret est celui du Japon. Il contribue à compléter le genre notamment avec plusieurs créations, le cyberpunk qui a toujours été populaire même au XXIe siècle, et l'archipel étant d'ailleurs même ce qui se rapproche le plus aujourd'hui du monde cyberpunk. Les thématiques étant prolifiques, nous nous concentrerons sur les récurrences notables du genre. Toutefois, il est important que l'ambiance générale du cyberpunk ait un subtil alliage de nihilisme, de mélancolie et de pessimisme, contrasté avec les richesses qui semblent pourtant encore subsister, mais accessibles qu'à une élite. L'esthétisme varie selon les lieux, mais d'une façon générale, des similitudes subsistent parmi les œuvres. Les humains qui y vivent évoluent dans un monde soit recouvert de métal, soit de sable. L'association des deux pouvant également se faire, cette omniprésence métallique se fait ressentir par l'absence de verdure, de végétaux, nous donnons la sensation de synthétique, de contrefait, d'artificiel. Ici le naturel semble absent. La ville grouille de lumière grésillante par des néons ou des hologrammes, de la fumée sortant de conduits ou de bouches d'aération, de pollution provoquée par surconsommation. Les mécanismes ne sont pas cachés, pas plus également que la mécanique. Cette présence argentée nous donne une impression d'emprisonnement, comme si la ville, étant donné sa composition et son immensité, nous offrait l'expérience d'une prison. Les rues sont des labyrinthes, pour celui qui ne serait pas doté de système de localisation. Les habitants sont peu fiables. Comme les sorties dans la cour, les murs et les vitres s'apparentent à des isoloirs ou des murs et des barreaux. Rien ne paraît rassurant, si ce n'est sa propre cellule que chaque personne a transformée en son cocon. Les protégeant de l'hostilité du monde, seuls les plus tenaces s'octroient la possibilité de déambuler, recherchant soit des informations ou une remise en question sur l'état de leur vie. La ville paraît vivante et les êtres qui y vivent pullulent comme des bactéries ou des micro-organismes qui grouillent dans un corps comme à l'image de parasites. L'immensité et les profondeurs de la cité la catégorisent sans trop de peine à des mégastructures, des immeubles incorporant parfois des villes entières en son sein, aux nombreux plateaux donnant des superficies supplémentaires, où les plus riches sont au plus près de la lumière et de la hauteur, tandis que les plus démunis subsistent grâce à des lumières contrefaites, vivant à des niveaux plus bas et austères. Ici, la ville se veut aussi grande que large. Tout est bon pour gagner de la place, rappelant les solutions trouvées par le gouvernement chinois pour loger ses habitants dans d'immenses tours ou dans des sous-sols étriqués et insalubres. Hong Kong est la 3e place financière au monde. La ville la plus riche de Chine. Dans cette petite région de 1100 km², autonome du reste de la Chine, s'entassent plus de 7 millions d'habitants. C'est l'une des villes les plus denses au monde. Résultat, faute de place, les prix de l'immobilier s'envolent. Bon, quelque part, là, dans les hauteurs de Hong Kong, il y a un appartement qui a été vendu plus de 140 millions d'euros. Bon, il fait quand même 800 mètres carrés, mais ça fait 175 000 euros du mètre carré. Il y a une place de parking qui a été vendue 600 000 euros. Des chiffres qui font de Hong Kong la 2e ville la plus chère au monde, après Singapour. Nous avons tapé l'incruste dans un appartement accessible à la classe aisée de la mégalopole. Bon, on est dans le centre de Hong Kong. 3 pièces, un salon correct, une belle vue, 120 mètres carrés à peu près, pour un loyer de 10 000 euros. Mais nous, on va pas rester là. Nous, c'est dans les bas-fonds qu'on va aller. Et maintenant, je vis sous terre. Underground now? Comme Vilma, guide touristique, plus d'1 million de Chinois vivent dans les sous-sols de Pékin, terrés comme des rats. La tribu des rats? C'est sur Internet que j'ai appris ce terme. Je crois que c'est de l'ironie. Mais en fait, c'est humiliant, négatif.
Ici, à Pékin, les salaires sont bas. En moyenne, tu vas gagner entre 500 et 600 euros par mois. Tu ne peux pas te permettre de payer un loyer de ce montant. Donc, tu n'as pas d'autre choix que d'habiter dans un sous-sol. Ayant abîmé la terre qui les abritait, les habitants ont dû se résoudre à s'habituer à un ciel peu favorable, des nuits plus longues, des pluies incessantes parfois acides. Toute la mégalopole leur rappelle la surabondance des produits proposés, du distributeur au restaurant à emporter, jusqu'à la publicité agressive. Tout rappelle que l'échappatoire à cette morosité repose sur un produit qui donnera un sentiment à votre conscience qui est tabassée par la violence et la rudesse du quotidien. Les transports sont également nombreux, en fonction de sa catégorie sociale. Ce véhiculé rejoint aussi à se distinguer d'une manière à la façon d'une caste, entre énergie thermique, électrique, atomique ou autre. Tous les transports existent en fonction des spécificités de chacun. Mais si la voiture volante existe, le cyberpunk impose également sa mélancolie d'un monde plus simple, où le poids du passé est visible par certains éléments qui coexistent avec une technologie omniprésente. Nous pouvons le voir d'ailleurs dans l'architecture. Si le métal recouvre l'ensemble des choses, les anciens immeubles sont ici encore bien présents, donnant un cachet architectural entre le traditionnel et le futuriste. Si le genre était une critique que nous pouvons juger d'avenante à votre époque, elle dépeignait les excès de ce libéralisme et de la capitalisation du système à son paroxysme. Ici, les sociétés privées sont aux commandes du pouvoir, si ce n'est à la place d'un gouvernement répressif et ultra présent. Néanmoins, les corporations dont l'état d'origine sont des multinationales colossaux, dominant le paysage du cyberpunk, alliant les médias aux firmes mondiales spécialisées dans la sécurité, la seule chose dont vous devez vous souvenir est qu'elles tuent toute personne se dressant sur leur passage. Tout comme les vraies entreprises du XXIe siècle, les corporations sont des conglomérats qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils achètent, vendent et fournissent des biens ou des services dans le monde entier. Les corporations et ceux qui en font partie s'efforcent de réussir par tous les moyens possibles. La culture féroce des entreprises n'est plus une métaphore. Désormais, le chantage, l'extorsion, la corruption, le kidnapping, l'espionnage et les assassinats sont devenus monnaie courante au sein de leur fonctionnement. Les petites corporations agissent généralement au-dessus des lois, tandis que les corporations à succès sont la loi. Fonctionnant plus comme des États que des entreprises, les PTG s'apparentant davantage à des monarques, gardant le pouvoir autant qu'ils le peuvent, utilisant la société pour faire leurs offres. Les scandales sont écartés et les prises de pouvoir sont rapidement traitées avec la suppression de tout opposant, les nouveaux membres devant constamment surveiller leurs arrières avec des employés de niveau inférieur qui n'attendent qu'une chance pour prendre leur place, et les employés de niveau supérieur prêts à s'accrocher avec la force létale s'il le faut. Le système social est aussi illégal, tout est monnayable, de la personne au service proposé. Ce monde nous plonge dans une loi du marché insatiable où les riches s'octroient tous les privilèges, le faible se faisant surexploiter, déloger, licencier, juger, sans trop d'efforts, ce qui plonge chaque individu à l'individualité dans une société malade où l'État n'est plus garant de leur liberté et de leurs droits. La loi du plus fort est de mise, et seuls les plus débrouillards peuvent espérer s'en sortir, avec en sortie le pourrissement de leur humanité et de leur âme. Qui es-tu? Un chasseur de primes. Plus pour longtemps. Tu n'as pas la silhouette des filles que j'ai l'habitude de tuer, mais j'espère que ta cervelle sera aussi bonne que la leur. Tu ne croyais quand même pas gagner du premier coup, hein? Ne le touchez pas! Je vous interdis de lui faire du mal!
Kali, tout va bien? Réponds-moi. Oui, tout va bien. Je suis surpris, j'étais loin de me douter que tu avais été initialement programmé pour le combat. J'en suis moi-même la première surprise. Mon corps semble avoir pris l'initiative sans le moindre effort de ma part. Et maintenant, je me sens vraiment bien. Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais s'il n'était pas tombé dans le vide, j'aurais fini par le tuer. À l'image des situationnistes, le cyberpunk observe les évolutions de la société et ses nouvelles tendances. Ils attaquent non seulement la société actuelle, mais aussi la société en devenir. Le cyberpunk renouvelle également la critique de la société spectaculaire marchande à l'ère du progrès scientifique, la convergence des télévisions, des télécommunications et ordinateurs, crée une idéologie du déterminisme technologique et des futurs préfabriqués, qui reflètent le spectacle actuel. Les nouvelles technologies renforcent l'abrutissement, la désertification et l'artificialisation de la vie. Seules les apparences prédominent. Une logique mortifère qui colonise tous les aspects de l'existence. Le cyberpunk observe également une société de la connexion et de la communication qui renforce la séparation entre les êtres humains et le vide de l'existence. Cette logique spectaculaire marchande dépossède les individus de la conduite de leur propre existence. À l'ère de la post-modernité, le spectacle ne cesse de s'approfondir pour détruire l'ensemble des relations humaines. Vous l'avez compris, dans un système où tout est consommable, y compris les individus qui y vivent, nous avons perdu tout ce qui faisait les caractéristiques des valeurs de l'être humain. Ici, l'homme n'est plus considéré comme personne, mais comme moyen au grand rouage du système, tournant pour les corporations qui les dominent. S'il était important de passer par cette case, c'est bien évidemment pour se focaliser sur l'individu. Quelles répercussions cela entraîne sur les personnes qui subissent une telle dictate? Que ce soit par les conditions météorologiques, techniques ou psychologiques, ces individus décident pour la plupart de fusionner directement à ce monde qu'ils engloutissent, à cause de ces nombreuses exigences et restrictions. Le mot est lancé. Nous rentrons dans la catégorie la plus distinctive selon moi du genre. Si je fus précédemment stupéfait du tableau League 1974 de Giger, je le fus également par la vision que j'avais entre l'être Genova de Final Fantasy VII et le majeur Motoko de Ghost in the Shell. Depuis, je ne peux envisager d'autres représentations de ces corps fusionnant avec la machine par le biais de gros câbles s'incrustant directement dans leur corps, à moitié biologique ou très partiel. Dans un univers de plus en plus rude, un mouvement qui, en s'appuyant sur les progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle, défend l'idée de transformer ou dépasser l'homme pour créer un post-humain ou un transhumain, aux capacités supérieures à celles des êtres actuels. Cette transformation s'envisagerait au niveau individuel, mais aussi collectif, conduisant alors à une humanité nouvelle. Différentes facultés physiques ou mentales et cognitives de l'être humain seraient concernées, capables de voir dans l'obscurité, ne connaissant plus la fatigue, les progrès seront exponentiels. Ses capacités intellectuelles seront décuplées et sa mémoire prodigieuse. Équipé d'un exosquelette intelligent, doté de puces dans le cerveau, ce super-homme deviendra plus performant, plus créatif. Son cerveau, s'il devient malade, sera guéri ou au moins réparé efficacement. Le but ultime? Fusionner l'homme et l'ordinateur après avoir soustrait au vieillissement et à la mort. Les modifications de l'individu peuvent se voir varier en fonction des modes opératoires désirés, de la modification génétique, en passant par la cybernétique et aux drogues. Les possibilités sont nombreuses, répondant à une demande de plus en plus forte face à ce monde qui oppresse ceux que certains peuvent appeler péjorativement de tas de chair. Le corps n'est plus considéré comme faisant partie de l'être, mais comme véhicule. De ce fait, chaque humain se voit considéré comme matériel représentant sa valeur commerciale dans un monde de plus en plus marchandable. Dans ce besoin d'être performant, dans un système extrêmement compétitif, certains prennent le choix, non pas de s'offrir un objet à trimballer à chaque fois, mais de directement devenir l'objet en question, favorisant la dévotion à son entreprise, à la défense d'un milieu peu favorable au corps humain, ou à la rationalité abrupte d'avoir des membres fonctionnels plus performants que ceux d'origine qui seraient remplaçables. Ne se contentera plus, par exemple, de se voir porter des lunettes,
mais de changer leurs yeux directement, offrant par exemple de multiples avantages. Cette avancée que l'on peut considérer comme profitable se voit néanmoins pris en tenaille par ce besoin d'optimisation, car si au départ, l'usage se voulait que d'utilitaire et pratique, les dérives conduisent l'être humain à en abuser. Ici, l'objet ne se veut plus un moyen, mais une finalité en soi. Un bras saillant devient cool, des prothèses plaquées, un élément distinguable d'une échelle sociale. L'homme devenant le marketing et produit de sa propre dépendance à la technologie, et si cela est visible, cela est encore plus pour les corporations qui sont bien évidemment derrière ces entreprises. Si le prix à payer étant de se débarrasser d'un membre naturel pour une prothèse multi-usage, cela se verra au prix de votre liberté. Car chaque marque se verra détenteur et maître de votre membre, car ces derniers dépendront uniquement des réparations et des secrets de l'entreprise par exemple, ce qui rend l'individu encore plus indépendant à ces firmes qui n'hésiteront pas à les prendre en otage par plusieurs moyens, en augmentant les prix par exemple, ou en rarifiant les offres et les services, ou en les échangeant par le biais de contreparties en général peu avantageuses. Si nous avons parlé de l'aspect cybernétique, il existe également les moyens d'altération ou de modification génétique. Il sera donc possible de se voir modifier ses gènes pour n'importe quelle raison, se voir pousser un bras, augmenter ses défenses immunitaires, ou augmenter ses capacités mentales et psychiques par le biais de drogues ou de médicaments. Toutefois, encore, avec la possibilité de se voir esclave de ces scientifiques jouant avec la main de Dieu, ou de corporations peu scrupuleuses se servant de vous comme cobayes, ou d'exécuteurs de basse besogne, pour une drogue ou un remède que seuls détiennent. Nous, par exemple, nous sommes le nec plus ultra du métabolisme contrôlé, cerveau boosté, corps cybernétique. C'était tout récemment de la science-fiction, qu'importe si on ne peut pas survivre sans une maintenance régulière et complexe. On n'a pas à se plaindre. Ces mises au point sont le prix à payer pour tout ça. De toute façon, nous n'avons pas vendu nos ghosts à la section 9. C'est vrai. Mais si l'on décide de démissionner, il faudra restituer nos corps de cyborg. Et là, il ne nous restera pas grand-chose. Un des arguments du transhumanisme consiste à dire que seuls les plus riches auront accès aux technologies augmentatives et discrètes, leur conférant un avantage indéniable. Il reste difficile de ne pas voir apparaître deux catégories d'humains, être augmentés ou non, malades ou en pleine forme, immortels ou simples mortels. Derrière le mythe transhumaniste s'avancerait donc masquer une gigantesque toile d'intérêt économique, ce qui nourrit un paradoxe, car de cette envie de s'optimiser pour gagner plus de liberté, les humains deviennent dépendants de la technologie et esclaves des entreprises qui les vendent, d'autant plus que survient par la suite la disparition de ce qui était l'être humain dans son aspect originel, l'homme devenant plus une machine, et la machine devient plus humaine. Ces derniers, se retrouvant dans un carrefour où il n'existe plus de créateurs et de créatures, tous deux s'alignant sur une réflexion ou une composition commune. L'homme fusionnant avec la machine répond au final d'une manière technique aux croyances des religions, où l'âme rejoint l'univers ou ce que l'on appelle Dieu. L'être humain pouvant réparer son enveloppe fragile, voué au déclin, et mieux encore, fusionner son esprit avec la machine pour sauter dans les bras de l'éternité. Ici, ces êtres que nous pouvons considérer comme élus rejoignent par cette transcendance une intelligence collective, la connectant au reste du monde, reliée à toute la composition connectable, comme l'omniprésence d'une âme à plusieurs endroits. La conscience se verra capable de se mouvoir dans le système par le biais d'ordinateurs, de robots. Les possibilités ici sont inimaginables, donnant un statut quasi divin dans un monde où le mysticisme, la magie et la foi a disparu. Toutefois, si ces êtres sont des quasi-élus, de par la probabilité qu'ils arrivent à s'approprier ou incarner ce réseau, cette connexion s'apparentant à l'éveil ou à la montée de l'âme à l'existence, certains se verront piégés de leurs propres conditions. Voyant leur corps modifié comme une prison dont leur conscience ne peut s'échapper, ils se retrouveront avec une dissociation de leur soi ou du monde qui les entoure, et rendant aussi semblables par leur action ou leurs pensées à des repos. Plus de sentiments seront palpables, car leur sens ne coexiste plus avec leur sentiment d'être en vie, les rendant fades, à l'air insensible ou distant, comme des corps dont l'âme s'est échappée, laissant place plus à l'esprit qu'à l'être,
en soi l'ombre d'eux-mêmes. Le corps et l'esprit sont constitués d'innombrables composants, comme tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un individu avec une personnalité propre. J'ai un visage et une voix qui me différencient des autres. Mes pensées et mes souvenirs sont nés au gré de mes expériences. Ils sont uniques et je porte au fond de moi mon propre destin. Et cela n'est encore qu'un détail, parce que je perçois et utilise des informations par centaines de milliers. Et tous ces phénomènes, en s'associant, en se mélangeant, déterminent et construisent ma conscience. Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution. Confiné, et c'est pour ça que tu plonges au risque même de couler comme une pierre? Mais qu'est-ce que tu peux bien voir au fond de l'eau, en pleine obscurité? Ce que nous voyons n'est qu'un pâle reflet dans un miroir. Bientôt, nous nous retrouverons face à face. La prison n'étant plus l'environnement, la ville ou le système, mais leur corps propre. Et quand l'humain ne se suffit plus, la technologie se charge non plus de les améliorer, mais tout simplement de les remplacer. Ces modifications techniques ou biologiques sur le corps humain sera tellement répandues qu'au fur et à mesure des années qui passent, trouver un être humain avec un code génétique naturel sera aussi ardu que de retrouver une espèce préhistorique, disparue telle que le sélacanthe. Ce qui en soi, dans une certaine mesure, fera disparaître l'humanité telle qu'on le connaît au XXIe siècle, époque dans laquelle nous trouvons déjà des tentatives d'expérimentation biologique sous une atmosphère où l'État se veut répressif, espionnable, et où les sociétés privées de plus en plus gouvernées en cité-État se voient obtenir du pouvoir de par leur influence, gagnée par les lobbies et le pouvoir de l'argent. Dans ce besoin de répondre à plus de productivité ou de trouver un moyen d'avoir des êtres plus dociles et moins coûteux à entretenir, les dispositions et les moyens se sont vus tourner à la création d'êtres humains artificiels ou à la démocratisation de la création d'êtres mécaniques, ressemblant trait pour trait à l'être humain, créature désignée, le robot. Quand les individus ne sont plus une solution d'avenir, la technologie prend l'initiative de les remplacer par des moyens artificiels. Le génie humain s'approchant dans une certaine mesure au Dr Frankenstein, il crée des êtres-objets par la modification cellulaire. L'humain fabrique des enveloppes limitées, dont l'intelligence suffit à exécuter une tâche précise, mais diminuée dans ses facultés cognitives pour ne pas ressentir d'empathie, à les considérer comme des esclaves, voire même à des automates que nous avons aucun scrupule à supprimer. Si ces créations dépassent parfois les attentes, réclamant en toute logique d'être acceptées et intégrées parmi l'humanité, le système impose un diktat pour catégoriser les formes de vie, protégeant dans un sens notre position dans le monde du vivant, ce qui nous pousse à nous questionner sur notre propre existence ou à poser une certaine réflexion sur le droit de vivre et de notre place en tant qu'entité. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Si cette soi-disant avancée nous rebute sur la question de l'éthique, une autre voie est parcourue pour faire naître des coquilles vides, exécutant des ordres sous base codifiée, possédant une certaine indépendance dans cette créature faite de la main de l'homme, le robot. S'il peut être prévu au départ comme une machine, l'envie de perfection de l'homme le poussera à tenter de créer une véritable intelligence. Si l'IA permet d'énormes avancées technologiques dans de nombreux domaines du quotidien, tels la santé, les transports, etc., elle rivalisera ou dépassera même les êtres humains dans la réalisation de certaines tâches,
Le cerveau de chaque individu étant unique, la biologie n'ayant rien à dire sur le processus d'individuation du cerveau définissant le soi. La machine pouvant être meilleure que l'être humain et mimer un comportement intelligent. La tentation eugéniste est donc forte. Considérant le quotient intellectuel, le fameux QI, comme un indicateur fiable de l'intelligence et en infère des prédictions très incertaines sur l'héritabilité de celle-ci. L'intelligence ici est difficile à définir en tant que telle. Le QI est un curseur qui mesure une des performances de l'intelligence, l'abstraction logico-mathématique et les capacités verbales. Beaucoup suggèrent que l'intelligence humaine pouvait être bientôt dépassée par l'intelligence artificielle. Cette peur, traduisant une incompréhension de ce qu'était l'intelligence humaine, étant pluridimensionnelle et non linéaire, chaque type de cognition répondant à un besoin spécifique et à l'adaptation d'un système biologique à son environnement et à une fonction physiologique. La question du support du corps biologique contre celle des puces électroniques conditionne et donne un sens à la nature profonde d'une intelligence. Les applications dérivées de la machine qui apprend seront utilisées par l'intelligence humaine, mais ne resteront que des outils mis à leur disposition. S'opère alors une dichotomie entre l'intelligence artificielle et l'intelligence pure. Si l'un ne fait que ressembler, l'autre en est une copie parfaite dans une forme vivante différente. Et dans cet aspect, le fait de créer une véritable intelligence relèverait à lui trouver une place à part entière dans notre société, sous peine de la voir se retourner contre ses créateurs, nous, les êtres au final, moins élaborés et plus fragiles que nos créations, perdant notre position dominante sur le règne du vivant. So, hold on, can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Well, I get that point, but... De ce simple constat, nous observons une certaine homogénéité dans sa finalité, car si l'homme se modifie à tel point qu'il devient une machine, et que le robot se perfectionne jusqu'à développer sa propre conscience, cette transcendance transformerait d'une manière évolutive l'espèce humaine qui passerait d'une manière biologique à mécanique. La délimitation entre les deux devenant donc floue, voire inexistante, l'homme n'est plus un homme appartenant à une structure interconnectée où ses créations sont capables de le dépasser. Dans ce monde où l'ensemble du vivant se voit connecté, la réalité semblera un moyen de pression ou un mets de luxe, obligeant dans un sens la classe moyenne et populaire à échapper à ce plan d'existence peu hospitalier par le biais de mondes virtuels. La question de la réalité est très présente dans le monde du cyberpunk. Quelle est la preuve que l'on existe vraiment? Puis-je être sûr d'être moi-même, ou bien suis-je sûr de ne pas subir un monde dont je ne fais pas réellement partie? Où commence ma vie et où se termine-t-elle? Suis-je en train d'évoluer, de rêver? Pour finir, quel est le sens du mot « réalité » ? Si toutes ces questions figurent parmi plusieurs œuvres, elles revêtent les questionnements déjà posés par certains philosophes et certaines religions, telles le bouddhisme, sur l'état d'éveil ainsi que ses dimensions. Finalement, comment peut-on déterminer ce qui est réel ou pas? Est-ce nos sens, nos souvenirs, notre impact, ou nos actions ainsi que leurs répercussions? Pour contenter la stabilité de notre conscience, quel est l'élément qui détermine le fait que l'on est bien dans ce réel? En tant qu'être humain, est-ce ce que nous ressentons, ou le fait que nous ayons la capacité de choix? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi vous relever? Pourquoi vous battre? Croyez-vous que vous vous battez pour atteindre un but plus important à vos yeux que votre survie? Voudriez-vous me dire ce que c'est? Le savez-vous seulement? Est-ce la liberté ou bien la vérité? C'est peut-être la paix, c'est l'amour si ça se trouve. Illusion, monsieur Anderson, hallucination. Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but, une vie absurde, des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même. Mais je reconnais que seul l'esprit humain a pu inventer l'amour, insipide et inepte. Vous devez
devez forcément le voir, monsieur Anderson. Vous le savez maintenant. Vous allez perdre. À quoi bon continuer à vous battre? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi persister? Parce que j'en ai fait le choix. Peu importe la finalité de ces questionnements, le but premier de créer une couche multiple de réalité est de base le besoin de fuir celle qui est imposée à la conscience humaine. De ce fait, la technologie œuvrera à mettre en perception la vision de nos sens dans un monde où le corps, mais particulièrement l'esprit, a se connecter à un réseau retranscrivant la vie réelle. Dans ce monde virtuel, un cadre parfois idyllique ou fabulé se présente à chaque individu, afin de répondre à une évasion à l'implacable réalité du monde quotidien. Cependant, étant toujours un substitut, deux différences prennent place à ce système illusoire. D'un côté, nous avons ceux qui le rejoignent en état de cause, acceptant et mis au courant de la vacuité de ce monde, trouvant leur compte en se projetant dans ce dernier, essayant de s'auto-convaincre qu'au final, leur réalité semble bien en ce lieu, par les sensations et souvenirs qu'ils sont capables de vivre à l'intérieur. Et de l'autre, nous avons les personnes piégées de force en son sein, qui se distinguent en deux groupes, ceux qui connaissent l'illusion de ce monde cherchant un moyen rapide de s'y échapper, et ceux qui ne sont pas au courant, cherchant simplement la vérité leur donnant accès à la vraie vision du monde. Saviez-vous que la première matrice était censée produire un monde idéal où personne n'aurait souffert, le bonheur parfait pour chaque être humain? Ce fut un désastre. Personne n'a accepté ce programme, une catastrophe pour les récoltes. Certains croyaient à l'époque qu'il faudrait qu'on reprogramme l'algorithme du concept de monde parfait, mais moi, je crois que de tout temps, l'espèce humaine a défini la réalité comme un purgatoire, une souffrance. Le monde parfait n'était donc pour le cérébrum primitif qu'une forme de rêve dont on ne s'éveille qu'en mourant. Voilà pourquoi la matrice fut remaniée dans ce sens. Le point culminant de votre civilisation, et je dis votre civilisation, mais depuis que nous pensons à votre place, c'est aussi la forme ultime de notre civilisation, puisqu'en fin de compte, c'est la seule chose qui nous importe. L'évolution, Morpheus. L'évolution. Si originellement la conception de tel monde était un moyen de trouver un sens à sa vie, il deviendra bien évidemment un moyen commercial, ou encore une fois un moyen de contrôle de masse pour asservir toujours plus la population. Étant un moyen peu cher d'esclavager encore plus les foules, son fondement repose sur le principe d'échanger un bien ou un service contre quelque chose de virtuel, en soi inexistant. Si cette opération vous semble familière, il est déjà en fonction au XXIe siècle dans votre monde, car au prix de votre temps, un chiffre se voit augmenter sur un score. De ce score, vous pouvez par exemple vous fournir en droit ou en pouvoir, retranscrit par exemple en achat. En clair, en échange de votre temps et de vos actions, cette société vous offre un objet dont la tangibilité en notre réalité est inexistante, tel dans les jeux vidéo qui asservit déjà les esprits les plus fragiles, celles des enfants. He went into Mom's purse and stole the credit card and bought V-Bucks. He stole the credit card? What is wrong with you? I didn't steal her credit card. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I Yes, didn't. you did, Alex! I didn't. You even recorded yourself doing it! You stole Mom's credit You card? went to Mom's purse, took her credit card, came in here and bought V-Bucks. That's not being very good stealing a purse, is it? Si la science-fiction favorise la vie de l'homme grâce au progrès technologique, le cyberpunk, bien qu'il soit aussi dans un sens un code simplement esthétique, prône l'idée que cette dernière nous dépassera. Par sa dominance, elle se verra soit maître des décisions de l'espèce humaine, soit une créature dont l'émancipation semble impossible. Car de peur d'être englouti directement dans sa structure ou son fonctionnement vorace, l'humain cherchera à combler ses lacunes en essayant de se lier à cette dernière, donnant naissance parfois à cet hybride qui est le cyborg. Si le monde ne se veut pas accueillant, les villes cyclopéennes seront parfois le seul refuge des êtres conscients, que ce soit entre les murs de la cité ou en dehors,
Le corps semble perdre son efficacité à répondre aux besoins de son interlocuteur, c'est-à-dire nous. Les membres sont donc remplacés, et certains développeront une sorte d'addiction à ces modifications. Le fait de perdre son individualité causera de plus à la collectivité à se définir non plus comme être, mais comme moyen, ce qui donnera dans des cas extrêmes à se définir comme élément faisant partie d'une composition mécanique plus importante. L'emprise tentaculaire de cette technologie poussera à redéfinir non plus la machine à l'homme, mais l'homme à la machine, au risque de se laisser dépasser par cette dernière. Si le cyberpunk est de moins en moins courant, c'est que les grandes idées qui furent développées dans les années 80 à 90 se sont vues déjà réalisées en grande partie. Les générations ont vu l'émergence d'Internet ainsi que la connexion et le partage des informations entre individus, le contrôle des populations ainsi que sa surveillance, l'avancée des prothèses mécaniques faisant place au début de ce que l'on peut appeler le cyborg, la précision et l'autonomie des nouveaux robots, la création d'univers numériques, la dominance des multinationales contre l'État et la population, le terrorisme de nouvelles générations, les lanceurs d'alerte dénonçant les complots ou des manipulations de masse, l'appauvrissement des échanges sociaux, la destruction des services publics offrant une privatisation des biens et services par un libéralisme ultra-capitaliste, une répression du pouvoir en place, une précarisation de la classe moyenne, le mépris de la classe dirigeante face à la population, la destruction de l'environnement, la question sur le genre humain et la sensibilité des êtres, et plus encore. Vous vivez déjà pour la plupart dans ce monde, même s'il n'en revête pas l'esthétisme, il en arbore le fondement. Si la science-fiction tend à faire réfléchir les contemporains de son époque sur l'évolution que connaîtra l'être humain dans son passé et un futur proche, et au XXIe siècle son présent, il a comme fonction de garde-fou à toute personne qui n'y verrait que les avantages sans penser à la nature de l'homme et ses abus. Si l'histoire nous apprend une chose, c'est que chaque avancée technologique telle qu'elle soit précède d'un événement catastrophique dans le subit et suffocante dans le long terme. Et c'est dans cette réflexion que notre voyage se termine. Merci d'avoir parcouru les tréfonds câblés de cet univers jusqu'au bout, et j'espère t'avoir en quelque sorte offert la solution qui te mènera là où tu dois te rendre. Il est bon de se retrouver chez soi. Voyageur, je t'invite donc à reprendre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, si pour le peu, tu sois voué à y revenir à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.